Alexandre Havard, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous recevoir. Vous êtes issu d'une famille aux origines multiples, russes, géorgiennes et françaises. Vous avez grandi en France et vivez désormais à Moscou. Au début de votre carrière de juriste, vous avez enseigné à Helsinki, en Finlande, où vous avez fait d'ailleurs une découverte qui a basculé votre parcours. Qu'est-ce qui s'est passé à Helsinki? Bon, d'abord, j'ai quand même travaillé en France plusieurs années comme avocat, à Paris, à Strasbourg. Je suis parti en Finlande à l'âge de 27 ans. Et effectivement, j'ai été avocat quelques années à Helsinki. Et un jour, un de mes amis m'a demandé de donner un cours sur l'histoire de l'intégration européenne à l'université d'Helsinki. Et c'est là que les choses ont basculé parce que je parlais beaucoup avec mes étudiants des fondateurs de l'Union européenne. Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman, des gens tout à fait exceptionnels, absolument incroyables. Je ne suis pas un fanatique de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne aujourd'hui n'a malheureusement rien à voir avec ce qui a été fondé en 1950. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre conférence, Oui, bien sûr. pour un autre dialogue. Mais par contre, les fondateurs de l'Union européenne étaient des gens absolument d'une catégorie humaine exceptionnelle. Exceptionnelle, hein, ça c'est clair et net. Donc j'aimais parler de ces fondateurs à mes étudiants. C'était le cours que j'avais, 40 heures, sur les fondateurs de l'Union européenne. Et mes étudiants me posaient des questions extraordinaires, du type comment est-ce qu'on rêve comme une personne comme ça? Comment est-ce qu'on transforme son rêve en mission? Quelle est la différence qu'il y a entre une valeur et une vertu? C'est quoi le tempérament biologique? Et qu'est-ce qui le différencie du caractère spirituel? Des questions absolument incroyables. Qui sortait vraiment du cadre de votre cours. Qui, en fait, oui, sortaient du cadre de mon cours, mais en réalité, tu pouvais parfaitement les appliquer à mon cours, puisque c'était un cours sur l'histoire de l'intégration européenne, donc il faut parler des fondateurs de l'Union européenne. Il faut essayer de rentrer dans le cœur de ces personnes pour voir qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur et dans la tête. Et mes étudiants aimaient énormément ces sujets-là, et c'est eux qui m'ont fait comprendre qu'en fait, je devais arrêter d'être juriste et je devais me dédier, me consacrer fondamentalement à ce que j'étais en train de faire avec eux. Et effectivement, j'ai arrêté, ça fait plus de 20 ans maintenant, pratiquement j'avais 40 ans. J'ai abandonné ma carrière d'avocat et j'ai commencé à écrire des livres pour mes étudiants. Et sur la base de ces livres, j'enseigne. Je suis devenu écrivain parce que maintenant j'ai écrit 7 livres. Donc à 7 livres, tu peux t'appeler écrivain. Puis plusieurs de ces livres sont traduits en une vingtaine de langues, dont l'arabe, le chinois, tu vois, donc c'est pas des langues communes. J'aime bien dire qu'ils sont traduits dans plein de langues, parce que ça veut dire que ce dont je parle, c'est universel. C'est universel. Si les Chinois et les Arabes comprennent parfaitement les concepts que j'utilise, ça veut dire que le langage que l'on utilise et le contenu de ce que j'enseigne est vraiment universel, donc c'est pour tout le monde. Parlons-en du concept qui est au cœur de ces livres-là, c'est le leadership vertueux. Arrêtons-nous un peu sur ces deux termes, mais peut-être commençons par le second. Pourquoi parler de vertu quand on aborde le leadership? Moi, au début, j'ai dû me réfléchir un petit peu et me demander toutes ces questions que me posent les étudiants, c'est quoi finalement? Et je me suis rendu compte qu'il y avait un concept qui réunissait tout ça, parce que je leur parlais quand même des fondateurs de l'Union européenne, donc qui voulaient savoir un petit peu comment on devient une personne comme celle-là, comment on devient une personne grande, comment on grandit personnellement pour être une personne qui puisse rêver, qui puisse transformer son rêve en mission, en action. Et je me suis rendu compte que ça, en fait, c'est du leadership. Et j'ai dû commencer à réfléchir un petit peu sur toutes ces personnes qui ont été connues dans l'histoire, et surtout qui ont été connues pour leurs actions positives. Et je me suis rendu compte que le leadership, en réalité, c'est 2 vertus particulières. 2 vertus, c'est-à-dire 2 habitus, du caractère que tu développes avec le temps, et que donc personne ne naît leader. Il y a des gens qui naissent managers, ça c'est clair et net. Mais le management consiste à faire avancer les choses. Le leadership, je me suis rendu compte assez rapidement, consiste à faire avancer les personnes. C'est ce que faisaient les fondateurs de l'Union européenne. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils inspiraient les gens vers une idée nouvelle. Et donc, en analysant un peu la vie de toutes ces personnes que je considérais des personnes grandes dans l'histoire de l'humanité, je me suis rendu compte que ce qui est spécifique à ces personnes, c'est la magnanimité et l'humilité. C'est-à-dire la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. Et la grande chose, c'est l'excellence personnelle et l'excellence des personnes que tu as à ta charge. Et la deuxième chose, c'est l'humilité fraternelle, l'humilité comme service à l'autre. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que le leadership, en fait, c'est une chose très simple. C'est faire grandir en faisant grandir les autres. C'est cela que fait un leader. C'est pour ça
que le leadership n'est pas une position. Le leadership n'a rien à voir avec une position. Le leadership n'est pas une fonction. C'est une manière d'être. Quand les gens me demandent, Alex, c'est qui le plus grand leader de ton existence? Et ils attendent Charles de Gaulle, Winston Churchill. Je les regarde avec un gros sourire et je leur dis, c'est ma mère. Et à ce moment-là, ils commencent à comprendre ce qu'est le leadership. Que le leadership, c'est rien, c'est pas quelque chose de formel. Le leadership, c'est un acte informel qui dépend de ton caractère. Si tu pratiques la vertu de magnanimité et la vertu d'humilité, donc la grandeur et le service, si c'est ça qui te caractérise, t'es un leader. T'es un leader, c'est-à-dire qu'en fait, tu grandis en faisant grandir les autres. Hein, c'est de l'éducation, en fait. Chez les Romains, il y a cette idée que educare, donc l'éducation, vient d'un autre mot latin qui est educere. Educere, ça veut dire faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans chaque personne. C'est ça qu'est l'éducation, et finalement, c'est ça qu'est le leadership. Donc le leadership, pour moi, n'a rien à voir avec le management. Tu as des managers qui sont des très grands leaders parce qu'ils inspirent leurs personnes et qui fait grandir leurs employés. Et tu en as d'autres qui sont seulement des managers. Et donc moi, j'appelle ça tout simplement des managers ou des boss, mon boss. Voilà, et tu as des boss qui n'ont rien à voir avec le leadership. Tu as des managers qui sont des managers à court terme, parce que le management sans leadership, c'est du court terme. Voilà. Management avec leadership, c'est du long terme. C'est créer la culture d'entreprise, c'est créer un empire. Donc, moi, j'ai dû arriver d'abord à une conclusion. C'est quoi le leadership? Et ma définition, elle est extrêmement claire, parce qu'il y a 50 définitions de leadership. Et parmi ces 50, moi, j'en ai rajouté une, qui est grandir en faisant grandir les autres. Et c'est à partir de ça que je me suis rendu compte que tout le monde doit être intéressé par ce que je dis. Ouais. Parce que tout le monde est appelé à faire grandir et à grandir. Alexandre Havard, vous avez évoqué rapidement le caractère, le tempérament. Faisons un peu des distinctions là, avant d'aller plus loin. Vous dites que le leader, c'est quelqu'un qui est vertueux. Le véritable leader, là, c'est quelqu'un qui va avoir les vertus de magnanimité, d'humilité. Et que ça, c'est quelque chose qui va s'imprimer en lui et qui va s'acquérir. Hein? C'est pas quelque chose qui est inné. Mais cette acquisition-là, elle se fait à partir d'un donné de base. Est-ce qu'on est tous égaux dans cette aventure? Non, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été amené à... Mon premier livre s'appelle « Le leadership vertueux » et dans lequel j'aborde un peu tous les thèmes que je vais aborder ensuite dans mes autres livres. Mais je les aborde rapidement. Et dans tous mes autres livres, j'ai 150 pages sur les 2 pages. On approfondit. On approfondit. Mais tous les thèmes sont déjà abordés rapidement dans le leadership vertueux, qui a été traduit en une vingtaine de langues et qui a été publié en 2007. Et alors, je suis arrivé assez rapidement à la conclusion, comme vous dites, que pour chaque personne, il y a un point de départ. Et que donc la croissance vers le leadership n'est pas la même en fonction de ce point de départ. Et que le point de départ, c'est finalement le tempérament biologique, le tempérament inné chez une personne. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, chaque tempérament, ce sont des inclinations biologiques concrètes, et que donc chaque tempérament a une vertu challenge, une vertu défi. Et que si tu comprends bien quelle est ta vertu défi, tu vas travailler sur cette vertu défi, et tu vas devenir assez rapidement grand. C'est-à-dire que tu peux grandir si tu comprends qui tu es. Par exemple, pour être concret, le colérique, c'est une personne qui est née pour l'action, c'est un manager. C'est pas un leader, je répète, c'est un manager. Personne qui est plein d'énergie. Axé sur les résultats. Axé sur le résultat, il fixe ses résultats, il obtient ses résultats et il est payé pour ça. Et en principe, il est bien payé. Voilà, le manager, il est bien payé parce qu'il sait comment... Il est biologiquement dans l'action, il est biologiquement entraîné sur les résultats. Donc lui, il se rend compte, moi, je suis pour les résultats. Physiquement, biologiquement, je suis pour les résultats, je veux des résultats, je suis orienté vers l'action. Mon problème, il va être que, pour devenir un leader, il va falloir que j'apprenne à aimer les gens. Parce que moi, j'aime les choses. J'aime les résultats matériels. Et à ne pas les traiter comme des marchandises. Mais le colérique, il n'a pas de caractère. Lorsqu'il voit 50 personnes, il pense tout de suite ressources humaines. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Il ne pense pas du tout une fin en soi. Pour lui, les ressources, c'est quoi pour obtenir les résultats? C'est l'argent, les machines et les hommes. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, il va avoir besoin de développer ce qu'on appelle la vertu de l'humilité fraternelle, qui est la vertu de service, qui va lui faire comprendre que les personnes sont plus importantes que les choses. Et s'il travaille là-dessus, il va devenir un leader exceptionnel. Mais s'il reste un colérique sans caractère, donc sans humilité, il va devenir un dictateur infernal et insupportable. Et donc, il n'y aura aucun leadership possible chez lui. Tu vois?
Un mélancolique, prends un mélancolique qui est une personne qui est orientée sur les idées, c'est pas du tout l'action qui l'inspire, c'est les idées. Biologiquement, il est orienté sur les idées. Lui, il a très peur du monde extérieur, il a très peur de transformer son rêve en mission, en réalité concrète, parce qu'il a peur du monde extérieur. Il vit d'une vie intérieure très forte, mais le monde extérieur lui fait très très peur parce qu'il le connaît pas bien, il le saisit pas. Donc lui, ce dont il a vraiment besoin, c'est d'audace. Donc la vertu challenge pour les mélancoliques, c'est surtout l'audace. Il faut être audacieux. Le courage, même. Non, le courage, c'est deux choses. Le courage, c'est l'audace et aussi l'endurance. Mais le mélancolique, il n'a pas besoin d'endurance parce qu'il est très endurant par nature. Par contre, il n'est pas du tout audacieux. Tu vois la différence? Il ne prendra pas de risque. Dans l'audace, dans le courage, il y a deux vertus. Il y a une vertu passive qu'on appelle l'endurance et une vertu active qu'on appelle l'audace. Le mélancolique, lui, il est vraiment challengé, mis au défi non pas par l'endurance, mais par l'audace. Voilà. Le sanguin, qui sont les gens les gens de la communication, les gens du maintenant, les gens de la joie de vivre, les gens du carpe diem, ce sont des très grands communicateurs, ces gens-là. Ce dont ils ont besoin, c'est en fait d'endurance, justement, la vertu passive du courage, parce que eux, tous les jours, ils commencent quelque chose de nouveau, mais dès que la routine s'installe, ils arrêtent et ils paniquent parce que c'est plus intéressant, il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus de joie. La routine est dure pour eux. Pour pas être un feu de paille. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui ils sont très amusants, mais ils ont tendance à la superficialité. Et parce qu'ils ont tendance à commencer chaque jour des choses nouvelles, mais ils ne mettent pas les dernières pierres. Ils ne persévèrent pas beaucoup. Ils ne persévèrent pas. Donc ils ont besoin d'une vertu qu'on appelle l'endurance, qui sont toutes les vertus qui sont liées au temps. L'endurance, la patience, la fidélité, la longanimité. Toutes les vertus liées au temps, pour eux, sont très très complexes parce qu'ils n'ont pas une conception du temps. Tu vois, les mélancoliques vivent dans le passé, ils sont très nostalgiques, ils construisent sur la base du passé. Les colériques vivent dans le futur, puisqu'ils regardent les résultats. Les sanguins vivent dans le présent. Il n'y a que le présent qui compte pour eux. Et donc... Les flegmatiques. Alors, le flegmatique, il vit nulle part. Il n'a aucun but, lui. James va prendre des notes, là. Le flegmatique, il est dépassionné. Donc, il vit dans un autre type d'atmosphère. C'est un autre type d'énergie. Alors, le flegmatique, justement, on en parle maintenant. Lui, c'est une personne, le flegmatique, qui est vraiment très scientifique, très rationnel, très pied sur terre. Des gens tout à fait extraordinaires, on a vraiment besoin de ces gens-là. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une tendance au fonctionnalisme, ils ont tendance à aller dans le sens du courant, ils ont beaucoup de mal à rêver. Et donc, il faut les aider à rêver, et ils ont besoin de ce qu'on appelle la vertu de la magnanimité, la vertu de la grandeur pour rêver d'abord sur eux-mêmes. Rêver qu'ils peuvent être des personnes exceptionnelles, qui peuvent grandir. Donc, le mélancolique, lui, il a besoin de transformer le rêve en mission, mais par contre, il n'a aucun problème pour rêver. Le flegmatique, lui, son problème, c'est que c'est le rêve qui est un problème. Parce que pour lui, le rêve, c'est de la folie. Voilà, parce qu'il est très rationnel, il est très scientifique dans son approche de la réalité. Donc je me suis rendu compte assez rapidement que pour vraiment aider mes étudiants à avancer, il faut que je les aide à avoir un bon niveau de connaissance personnelle. Ouais. Et le début de la connaissance personnelle, c'est en fait la connaissance de ton tempérament biologique, qui est un don de la nature, qui est quelque chose d'exceptionnel. Tu ne dois pas vouloir changer ton tempérament. C'est comme ça que Dieu a voulu que tu sois, c'est comme ça que la nature a voulu que tu sois, et c'est bien que dans le monde, il y ait des gens très très différents biologiquement parlant, sinon la vie serait un véritable cauchemar, on s'ennuierait terriblement si on avait tous le même tempérament biologique. T'imagines, tous des colériques, ce serait la guerre. Tous des flegmatiques, ce serait je sais pas quoi, il n'y a pas de nom pour ça. Donc, et puis tous des sanguins, alors là on n'arrêterait pas de boire, quoi. Ce serait 10 bouteilles de vodka toutes les 5 minutes. Donc, et tous des mélancoliques, alors là ce serait tout le suicide collectif. Donc c'est bien c'est très bien qu'il y ait cette multiplicité, et c'est là c'est là qu'est le sens de ta question, c'est que le starting point, le point de départ réel pour la croissance personnelle, c'est la connaissance de son tempérament biologique. Et là, si je vous suis bien, là, c'est là que votre approche a quelque chose qui se distingue de... Parce que des livres de croissance personnelle, ils s'en vendent comme des petits pains chauds là, dans toutes les librairies. C'est des best-sellers là, en croissance personnelle. Il y en a, en voulez-vous, en voilà. Mais ce que je trouve peut-être distinctif de votre approche, c'est qu'elle s'appuie sur quelque chose qui date pas d'hier. C'est même... Ça date de l'Antiquité. Alors, mon truc à moi, c'est pas du psychobabble, comme disent les Américains. C'est des choses qui sont time-tested. C'est-à-dire vraiment le temps a montré que les concepts que j'utilise
sont des concepts qu'on utilise en fait depuis plus de 2300 ans. Puisque les histoires de tempérament, tout ça, c'est Hippocrate, c'est il y a 2300 ans. Le caractère, c'est les anciens Grecs, mais c'est surtout Platon, Aristote. Surtout Aristote, ça fait plus de 2000 ans. Donc en fait, ça fait 2300 ans pratiquement qu'on a fait cette différence entre tempérament et caractère. Donc moi, il n'y a rien de nouveau dans mon système. Ce qui est nouveau, c'est la manière de le présenter. Et c'est ça que les gens aiment. Ils voient c'est un truc qui a 2300 ans, donc ça existe. Mais Alex, il fait un effort pour nous le présenter d'une manière compréhensible pour l'homme moderne. Mais je ne suis pas là en train de réinventer le monde. Mais non. Parce que je crois que la nature humaine, c'est une réalité. Et ce que les découvertes qu'ont fait les Grecs il y a 2500 ans, ces découvertes sont encore valides parce que la nature humaine n'a pas changé. Même s'il y a les idéologues modernes n'arrêtent pas de nous répéter que la nature humaine, ça n'existe pas. Que des gens comme Sartre, comme De Beauvoir, comme Nietzsche, tout ça nous disent qu'en réalité, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de principe de nature humaine, il n'y a que des individus pensants, des sujets pensants. Puis tout ça, ce ne sont que des constructions sociales. Oui, ils disent que la nature humaine est une construction, alors qu'en réalité, tu vois bien que ce n'est pas une construction. Si je bois 5 bouteilles de vodka, je me sens pas bien, même si j'ai envie de me sentir bien. C'est-à-dire que même mon corps me dit que mon corps n'est pas une construction. Mon corps est une réalité qui est en train de me dire, écoute Alex, tu es en train de violer les règles fondamentales qui sont indépendants de ta propre volonté. Ouais. Et l'esprit fonctionne de la même manière. Ce qu'il y a, c'est que l'esprit, on ne le voit pas tout de suite. Mais on le voit bien, par exemple, on en discutait un peu plus tôt dans une fratrie où le donné biologique est différent, mais le donné culturel est assez semblable. Les parents enseignent à peu près les mêmes choses aux enfants. Le niveau, la classe sociale est la même au sein d'une même famille. Mais pourtant, il y a tant de différences entre un enfant et son cadet. Et ça vient un peu appuyer ce que vous dites. Il y a un donné de base qui détermine, mais ça peut être une condamnation aussi. Et c'est là peut-être que la vertu, l'exercice de la vertu vient un peu briser ce... C'est-à-dire qu'il y a 3 choses qui t'influencent fondamentalement dans l'existence, qui influencent ton développement. 1, c'est une chose qui est innée, qui est biologique, c'est effectivement ton tempérament. Évidemment, ton tempérament, il influence tes actions, c'est évident. Mais si tu développes le caractère, tu te rends compte que tu peux dominer ton tempérament et que ta deuxième réaction peut être une réaction spirituelle et libre, qui est la réaction de ton caractère. Et que donc, tu n'es pas le fruit de ton tempérament, tu n'es pas le produit de ton tempérament. Même si son tempérament influence ton action. C'est pareil pour ce qu'on appelle l'éducation. L'éducation influence, bien sûr, ta conduite, mais il y a plein de choses dans ton éducation que tu peux rejeter. Tu peux dire, moi, je prends ça et je rejette ça. On est libre. On est libre. Et puis c'est pareil pour l'environnement social. Les valeurs de la société d'aujourd'hui, tu peux dire, moi, j'accepte ces valeurs, et puis il y a d'autres valeurs de la société qui ne me plaisent pas et je refuse. Donc l'histoire de l'humanité nous montre qu'en réalité, on est tous vraiment libres. On est tous fondamentalement libres des choix qu'on veut faire. Regarde un type comme Ronald Reagan, c'est quand même un homme de caractère. On peut être d'accord ou pas d'accord avec sa politique, mais c'est un homme vraiment de caractère, parce qu'il a vraiment été comme sa mère, qui était une femme de caractère. Tu regardes son frère Neil, c'est un type complètement différent, mais alors totalement différent. Et cette différence est due à quoi? C'est dû au fait que chacun d'entre nous, en fait, au fond de son cœur, on prend des décisions très différentes. Dès qu'on est très jeune. Ronald Reagan, à l'âge de 10 ans, il sait déjà qu'il veut être comme maman et pas comme papa. Son frère Neil, il sait déjà qu'il veut être comme papa et pas comme maman. Tu vois, ça veut dire c'est que tu prends des décisions au fond de ton cœur parce qu'il y a des choses qui te plaisent. La réponse de ton cœur face aux valeurs transcendantes est différente selon les enfants. Et là, c'est un grand mystère. Et si tu me poses la question, pourquoi est-ce que Neil a répondu de cette manière-là et pourquoi est-ce que Ronnie a répondu de cette manière-là, je vais te dire, c'est le mystère de la liberté. Il n'y a pas de réponse. On parle de croissance personnelle, vous utilisez des mots comme travailler sur soi, faire des efforts, etc. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit « Moi, je souhaite devenir une meilleure personne, je souhaite acquérir des vertus, mais je ne m'en sens pas capable. J'essaye, là, puis ça ne fonctionne pas. » Si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il ne prend pas les moyens de le faire. D'abord, il devrait assister à la formation que je donne. Moi, j'ai plein de cours qui aident les gens, non seulement qui les inspirent, mais qui leur expliquent de manière concrète comment on fait ce travail. Il faut les aider. Les gens sont effectivement très perdus. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une vertu, pour commencer. C'est pas un mot à la mode. Non, c'est pas un mot à la mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup des valeurs. Elle dit, moi, j'ai des grandes valeurs. Alex, j'ai des grandes valeurs. La patrie, c'est beau. La famille, c'est incroyable. Dieu, mais c'est génial. Je leur dis, mais c'est très beau tout ça. Mais c'est pas des vertus. La vertu, c'est une force. Virtus, en latin, ça veut dire force. C'est une force dynamique qui te permet justement de réaliser tes valeurs.
Aujourd'hui, on éduque les gens dans les valeurs, mais on leur donne aucune vertu qui va leur permettre de réaliser leurs valeurs. Imagine que tu as pas de maîtrise de soi, tu n'as pas développé la maîtrise de soi depuis que tu es jeune, mais tu n'es pas en mesure de te marier. La famille, c'est pour toi une valeur, mais tu ne peux pas te marier, tu n'as pas de maîtrise de soi. L'absence de maîtrise de soi dans le mariage, c'est une catastrophe. Ça va durer 2 mois ton mariage maximum. Tu vois ce que je veux dire? Benjamin, ça te fait rire? Le type, il me dit... Je me suis rendu à 3 ans. C'est pas si mal. Le type, il me dit, Dieu, c'est ma grande valeur. Après, tu vois la vie du gars, il n'est pas juste, il ment, il communique pas bien avec les gens. Comment est-ce que tu vas rendre à Dieu son dû alors que tu es incapable de rendre à tes employés, à ta femme, à tes enfants, à tes amis leur propre dû? C'est impensable, ça. Ensuite, les gens me disent, la patrie, c'est vraiment un truc absolument incroyable. Après, tu vois qu'ils n'ont aucune endurance. Le gars, comment est-ce qu'il va défendre sa patrie? Tu fais bing et le mec il tombe par terre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas capable de suivre une voie claire et nette pendant plus de 2-3 heures. Il n'a pas d'endurance, il n'a pas de persistance. Donc la vertu, c'est vraiment une force dynamique. Virtus en latin, ça veut dire force. C'est une force dynamique qui te permet de réaliser tes valeurs. Donc bien des gens, leur problème, il est qu'ils ont des valeurs, mais ils n'ont pas la vertu. Ils n'ont pas le habitus, comme on dit. Est-ce que c'est juste une question de technique? Non, c'est pas du tout une question de technique. La vertu, c'est très intéressant, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel. La vertu, elle met en valeur le cœur, l'intelligence et la volonté. D'abord le cœur, parce qu'il faut la désirer, la vertu. Il faut que la vertu soit pour toi une valeur avant d'être virtus, avant d'être power, avant d'être énergie. Il faut que tu la désires. Quand tu vois des actes courageux, tu dis « Oh, moi je veux ça pour moi. C'est beau. C'est esthétiquement attrayant. Il y a de la vérité là-dedans, il y a de la beauté là-dedans, il y a du bien là-dedans. Je veux ça pour moi. » Donc la première approche, elle est au niveau du cœur. Et c'est l'éducation du cœur aujourd'hui est très très importante. Parce qu'on me dit souvent, les gens, tu sais, l'homme moderne, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. Et alors je dis, mais il veut pas parce qu'on n'a pas éduqué son cœur. Et on lui a pas montré la beauté de la vérité, la beauté du bien. Tu vois, il n'y a pas une éducation de la beauté, en fait, chez l'homme moderne. C'est ça qui, c'est un gros problème. Il faut montrer l'attirance, la beauté pour le bien, la beauté pour la vérité. Et c'est le cœur qui fait de cette vertu d'abord une valeur. Ça, c'est le cœur qui valorise. Donc la vertu devient d'abord valeur pour toi. Ensuite, il faut l'intelligence pratique. Parce que quand tu pratiques la vertu, il faut comprendre dans chaque situation, ça veut dire quoi que d'être audacieux? L'audace, c'est pas la témérité. Tu es d'accord avec moi? Donc si tu n'as pas de sagesse pratique, au lieu de pratiquer l'audace, tu vas tomber dans la témérité. La magnanimité, c'est pas l'orgueil. L'humilité, c'est pas de la pusillanimité. La justice, c'est pas de la sévérité. La maîtrise de soi, c'est pas de la misanthropie ou de l'insensibilité. Donc une personne qui n'a pas d'intelligence pratique et qui veut pratiquer la vertu ne peut pas. Parce que dans le cas concret, elle ne comprend pas ce que cela veut dire. Tu vois? Donc il faut une formation à la sagesse pratique. Et ensuite, il faut un training. Et là, c'est la volonté qui rentre en jeu. Il faut que la personne la pratique. Il faut que la personne essaye. Il faut que ça devienne un habitus. Et là, c'est la volonté. Avec des rechutes, avec des échecs. Exactement. Mais, comme toute la vie. J'aurais une dernière petite question. Il nous reste une petite minute. Vous êtes chrétien, vous vous en cachez pas. Peut-on faire un rapport entre le leadership et la sainteté? Bon, James parlait de la volonté. C'est pas une question d'être volontariste. Il y a certainement les saints sont pétris par la grâce aussi. Comment mettre tout ça en relation dans votre pensée? Alors d'abord, il faut mettre les idées claires. Le leadership chrétien, ça n'existe pas. C'est comme tu ne peux pas dire non plus, il y a l'ingénierie chrétienne. Ça n'existe pas, ça. Ou les mathématiques chrétiennes. Ouais. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas une catégorie dans un genre. Ça n'existe pas. Il y a le leadership. Ouais. Le leader, c'est une personne qui, humainement parlant, est magnanime et humble. Donc il rêve de grandeur, il sait ce que c'est que la grandeur humaine, il veut la grandeur pour lui-même, et il veut la grandeur pour les personnes qu'il a à sa charge, les personnes qu'il sert. Une personne qui pratique ça est un leader. Pas besoin d'être chrétien pour ça. Non, mais ce qui se passe, c'est que la pratique des vertus, de foi, d'espérance et de charité, donne une impulsion extraordinaire à toutes nos vertus humaines. Et donc on dit traditionnellement que ces vertus de foi, d'espérance et de charité, qui sont des dons directs de Dieu à la personne, des dons de grâce, des dons gratuits que l'on obtient dans la prière et dans les sacrements, ces dons de Dieu, ils transfigurent les vertus humaines, il les rend plus fortes,
il les élève. Ouais. Et donc, si tu pratiques ta vie chrétienne avec sincérité, et non pas seulement avec désir, mais avec réelle sincérité réelle et une pratique chrétienne réelle, à ce moment-là, toutes ces vertus humaines sont transfigurées, sont renforcées, sont élevées. Et donc, mais c'est toujours ces vertus humaines. C'est pas un autre courage, c'est le courage, mais c'est un courage qui est transfiguré par la foi, l'espérance et la charité. Donc c'est un courage qui s'élève au niveau de Dieu lui-même. Et donc tu peux dire qu'effectivement c'est plus facile pour une personne qui pratique la vie chrétienne de pratiquer le leadership que pour une personne qui ne le pratique pas. Alexandre Havard, c'est passionnant. Vous êtes conférencier, auteur, entre autres, de Créer pour la grandeur, le leadership comme idéal de vie, publié en 2012, et du tempérament au caractère, comment devenir un leader vertueux, en 2018. Merci pour cet entretien.